Bonjour Pierre Conessa. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Je vais vous présenter succinctement, même si ce n'est pas facile puisque votre parcours est riche. Merci. Vous êtes né à Alger, vous êtes essayiste, haut fonctionnaire et chef d'entreprise. Vous êtes occupé pendant 20 ans des relations internationales et stratégiques au sein du ministère de la Défense. Oui. Vous êtes agrégé d'histoire, entre autres choses, ancien élève de l'ENA, issu d'une promotion du début des années 80. Vous avez notamment été directeur adjoint de la délégation des affaires stratégiques et également directeur général de la compagnie européenne d'intelligence stratégique. Vous êtes membre de la fondation Res Publica, créée par Jean-Pierre Chevènement, et vous avez été maître de conférences à Sciences Po Paris. Vous avez fondé et présidé une société nommée Homid, spécialisée en intelligence économique, conseil, communication et relations publiques. Oui. Et vous avez créé le campus de défense de l'école militaire. La géopolitique... Qui n'existe pas, vous avez remarqué. Ça c'est dit. Ça fait partie des aléas administratifs qu'il faut raconter pour que les gens comprennent comment se prennent les décisions publiques. Mais allez-y, je vous laisse terminer. On fera une parenthèse dessus si vous le souhaitez. Oui, bien sûr. Pour commencer cette interview, nous allons parler ensemble, il y a tellement de sujets à traiter avec vous, mais on va se focaliser sur ce très beau pays qui est tellement malmené. Il s'agit de l'Ukraine, dont les frontières sont mouvantes depuis des siècles. Oui, enfin, depuis des décennies en tout cas. Effectivement, le cas de l'Ukraine est assez intéressant parce que c'est un point sur lequel j'essaye d'insister à chaque fois qu'on parle d'un sujet de géopolitique. C'est la question du temps long, c'est-à-dire qu'une identité, ça se construit, des frontières, ça s'établit, etc. Mais tout ça avec des processus de maturation qui sont parfois très longs. Alors le cas de l'Ukraine est d'autant plus intéressant que, effectivement, l'Ukraine originellement c'est la patrie de naissance de la Russe, c'est-à-dire en fait de ce qui va devenir la Russie, et qu'ensuite l'expansion russe va se faire vers l'est, mais donc ensuite se déplacer avec une capitale à Saint-Pétersbourg, puis ensuite à Moscou, enfin bref. Donc on a quelque chose, si vous voulez, qui est une espèce d'ancrage historique, qu'on peut pas nier. Mais en même temps, l'Ukraine est un État de l'URSS, si vous voulez, qui a été construit avec le camarade Staline, commissaire aux nationalités, c'est-à-dire avec l'idée que de toute façon, dans le découpage territorial de l'URSS, il ne pouvait pas y avoir d'État ethniquement homogène. Il fallait toujours qu'il y ait des découpages de frontières qui permettent au centre, à Moscou, d'intervenir. Et donc l'Ukraine a subi aussi cet événement-là, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie du découpage de l'Ukraine dessinée par Staline, qui va contenir une partie de russophones, c'est ce qu'on a dans l'est du pays, et puis ensuite, deuxième épisode, c'est cette frontière qui va se déplacer quand on va avoir le pacte germano-soviétique, et puis ensuite qui va se déplacer en 1945 quand l'URSS arrive jusqu'à Berlin. Dernier épisode aussi important à connaître, c'est que en 1964, le Khrouchtchev, lui-même ukrainien, décide de donner la Crimée à l'Ukraine. Donc en fait, vous vous dites, mais attendez, la Crimée est ukrainienne et russe. Lui-même étant ukrainien, patron de l'URSS, il fait ce don, bref. Donc vous voyez la genèse de ces problèmes qui n'avaient pas lieu d'être quand on était dans l'URSS, mais qui évidemment, à partir du moment où l'entité explose, devient un problème majeur. Donc vous voyez, on est sur quelque chose dont il faut comprendre ses logiques en se disant, il n'y a pas obligatoirement une solution simple à trouver, parce que, évidemment, nous, de toute façon, régionant d'ici en toute tranquillité, il suffit du faucon Yaka pour qu'on trouve une solution. Ukraine, ça signifie? Ça signifie la frontière, l'Ukraine, bien sûr, puisque au sens où l'expansion s'est faite, encore une fois, dans cette histoire russe compliquée, c'était une frontière. C'était étonnant parce qu'on se dit, mais c'est une frontière à l'est ou c'est une frontière d'expansion, vous voyez? Mais le terme est resté. Vous avez écrit un livre qui porte bien son nom actuellement, Vendre la guerre, où vous développez un sujet passionnant, donc le complexe militaro-intellectuel, soit ces marchands de guerre et leurs méthodes de marketing bien huilées, et évidemment désormais leur absence sur le terrain et leur maîtrise de haut vol de l'art de la propagande et de la psy-op, c'est-à-dire l'opération psychologique. Vous pourriez nous en dire plus sur ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine et la psy-op? Il faut le comprendre là aussi sur les dernières décennies, parce que bon, le bouleversement géopolitique majeur de la fin du XXe siècle, évidemment, c'est la disparition de l'URSS. La disparition de l'URSS, ça veut dire qu'effectivement, vous allez avoir une Russie qui cesse de mettre son veto sur des décisions internationales. Et le premier acte, si vous voulez, qui ne rencontre pas le veto russe, ça va être la guerre du Koweït. La guerre du Koweït, c'est, rappelez-vous,
Saddam Hussein avait fait la guerre contre l'Iran, soi-disant pour protéger les pays pétroliers, et en fait, à la fin de la guerre, qu'il n'a pas réussi à gagner, hein, il se retrouve très endetté, y compris à l'égard de la France, mais aussi à l'égard des pays du Golfe, et donc il espérait que les Koweïtis passeraient l'éponge. Bon. Comme ils l'ont refusé, si vous voulez, rappelez-vous quand même que dans l'histoire, le Koweït a été constitué par la colonisation britannique, qui avait pris sur l'entité irakienne à l'époque, ottomane à l'époque, si vous voulez, ce découpage koweïti pour en faire un État pétrolier. Donc encore une fois, vous avez là un nouvel acteur international qui est un résultat de l'impérialisme. Et donc Saddam Hussein est dans cette légitimité où je dis, après tout, c'est un retour de la province dans la région, dans notre entité nationale. Donc quand il envahit le Koweït, immédiatement, l'URSS ne mettant pas son veto, il va y avoir une mobilisation internationale pour défendre cette entité démocratique qu'est le Koweït, contre ce type qu'on avait présenté comme un moderniste quand il battait l'Iran, mais qui devient un dictateur hitlérien quand il se bat contre le Koweït. Mobilisation de 35 États pour constituer une force internationale. Une guerre qui présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une guerre annoncée. C'est-à-dire, on donne 6 mois à Saddam pour quitter le Koweït. Donc, on sait à quelle date devrait commencer la guerre. C'est une guerre dans laquelle toutes les chaînes de télévision de la planète vont venir s'installer en Arabie Saoudite pour filmer l'épisode qui doit commencer au jour J. On s'habitue, si vous voulez, à ce moment-là, à ce que la guerre soit un spectacle en continu. Moi, je me souviens, à l'époque, en France, c'était la 5 et CNN, qui étaient les grandes télévisions de continu. Et en fait, moi, je me souviens que je rentrais chez moi à midi pour savoir quelles étaient les nouvelles. Mais il n'y avait pas de nouvelles, puisque la guerre n'avait pas commencé. Donc, on s'habitue à cet autre phénomène, c'est-à-dire que l'immédiateté devient la condition essentielle de traitement d'une crise. Troisième caractéristique, quand la guerre éclate au jour J, si vous voulez, alors qu'on présente l'armée irakienne comme la 4e armée du monde, avec cette expérience opérationnelle qui avait été les 8 ans de guerre contre l'Iran, en fait, la 4e armée du monde, j'ai jamais su qui était la 3e, enfin celle-là c'était la 4e, et donc elle est battue en 120 heures, c'est-à-dire en moins de 4 jours. Bon, vous dites, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc, on se convainc, nous, occidentaux, qu'on a une supériorité militaire telle qu'on doit absolument la mettre au service d'une espèce de fonction de gendarmerie de la planète que personne nous a confiée, hein, mais c'est nous-mêmes qui allons la décider. Et donc, cette guerre du Koweït a profondément changé, si vous voulez, cette relation du monde par rapport à la centralité que se sont donnés les Occidentaux. Surtout que l'autre entité qui était celle de l'URSS est en pleine déshérence. Rappelez-vous, c'est l'époque où Yeltsin, qui était un ivrogne invétéré, qui venait aux conférences internationales complètement bourré, va être remplacé par un type qui, lui, par contre, apparaît sain et quand même qui a l'intention de remettre un peu les choses sur pied, qui va être Poutine. Donc, voilà, on est dans un monde dont les caractéristiques ont beaucoup évolué. Et effectivement, on va avoir donc dans cette crise, comme d'ailleurs dans les autres qui vont suivre, une espèce de fonction d'intervention militaire occidentale, parfois sans enjeu stratégique. On ne se demande pas quel est l'enjeu stratégique de la Somalie. On y va pour des raisons humanitaires. Comment on pille les convois humanitaires, c'est scandaleux, etc. Donc, on va faire une dizaine d'interventions militaires comme ça, sans aucune légitimité, si ce n'est celle que nous nous donnons nous-mêmes. Hein. Alors, la Yougoslavie, ça avait une raison de proximité, mais quand on va envoyer des troupes au Timor, si vous voulez, contre l'Indonésie, ça paraît pas immédiatement évident. Bon. Donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, dont la géopolitique a complètement évolué. Et puis, évidemment, il va y avoir le 11 septembre. Alors, le 11 septembre, c'est un choc traumatique d'autant plus important que, rappelez-vous plusieurs caractéristiques. D'abord, les États-Unis sont un pays qui n'a jamais connu la guerre sur son territoire. Le dernier des anciens combattants de la guerre de sécession est mort en 55. Donc, si vous voulez, c'est un pays qui a toujours fait la guerre à l'extérieur, quand il a décidé de la faire, mais qui, en jeu, ne sait pas ce que c'est qu'une ville rasée par les bombardements, ni les points d'eau, ni les tickets de rationnement, etc. Donc, le choc de cette attaque, qui est une espèce de surprise stratégique extraordinaire quand même, hein, c'est exactement comme Pearl Harbor, c'est-à-dire, vous avez tout un système extrêmement puissant, mais qui, évidemment, peut être pris complètement à contre-pied. Et là, il va l'être, effectivement, par cette idée de Ben Laden de faire des avions suicides. Des avions suicides qui seront des avions commerciaux détournés. Donc, vous voyez, il a repris tout le contre-pied de tout ce qui est le système militaire. Donc, la destruction des tours est filmée en audiovision, parce que tout le monde a vu ça sur Internet, tout le monde a vu les tours qui s'écroulaient, tout le monde a vu les avions qui arrivaient. Et donc, c'est un espèce de choc extraordinaire, puisqu'effectivement, l'Amérique est traumatisée. Et donc, vous avez
un président qui se sent mandaté pour la vengeance. Alors, ce qui est extraordinaire et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que quand il fait son discours sur l'état de l'Union en janvier 2002, il va désigner l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors que dans les avions, il y avait qu'un Saoudien, mais il n'y avait ni un Irakien, ni un Iranien, ni un Nord-Coréen. Donc ce tour de passe-passe incroyable, qui est à la face du monde, aurait dû tout de suite arrêter. Non, pas du tout. Il va donc enchaîner avec Alors, juste une petite remarque, parce que c'est une vraie pour l'ensemble des dirigeants de la planète. George Bush était allé au Mexique quand il était étudiant. Hein. C'était sa seule connaissance internationale. Il était peut-être allé au Canada aussi, c'est possible. Mais enfin, c'est pour dire que pour décider de l'avenir de la planète, qu'est-ce que l'Afghanistan pouvait représenter dans sa tête, je sais pas, mais à mon avis, pas grand-chose. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense qu'il était comme Brejnev, c'est-à-dire quand des militaires lui ont dit « Vous inquiétez pas, chef, l'Afghanistan, on sait ce que c'est, on va vous le faire vite fait, bien fait », il a cédé, en expliquant que Ben Laden était là-bas. Alors les talibans avaient proposé que Ben Laden soit extradé vers un pays neutre, et en fait, il n'était pas question, parce qu'évidemment, il fallait une vengeance. Le peuple américain l'attendait. Et donc, ils vont effectivement faire cette opération en Afghanistan. Et alors, juste pour vos auditeurs, une petite remarque. L'armée afghane est la meilleure armée du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont gonflé les Britanniques à l'époque de l'Empire, ils ont gonflé les Soviétiques à l'époque de l'URSS, et ils viennent de gonfler les Américains aujourd'hui. Et les Américains sont restés 20 ans en Afghanistan. Donc, vous voyez, quand vous voyez les classifications internationales, la meilleure armée du monde, c'est celle-ci, celle-là, c'est pas vrai. La meilleure armée du monde, c'est celle qui est capable de se battre contre n'importe qui. Alors, le cas de l'Afghanistan est d'autant plus intéressant qu'effectivement, comme Brejnev, Bush était entouré de gens qui, évidemment, ne connaissaient pas plus l'Afghanistan que lui, mais qui, évidemment, ont garanti que l'opération serait vite fait, bien fait. Un petit mot sur l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est ce qu'on appelle une zone de confins en géopolitique, c'est-à-dire une zone dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations minoritaires qui étaient pourchassées par l'Empire iranien, l'Empire persan, l'Empire russe, l'Empire ottoman, etc. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est une zone de montagne dans laquelle chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc vous pouvez très bien prendre la capitale, ça n'a strictement aucun problème. Simplement, tout le monde s'en fout de la capitale. Et donc vous avez des gens ensuite, vous devez prendre toutes les vallées une derrière l'autre. Et donc vous vous dites, mais attendez, bien sûr qu'on croit que dès qu'on a occupé la capitale, un pays doit se soumettre. Mais c'est un pays à condition qu'il y ait une administration centralisée. Quand c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que la capitale n'est que l'espace minimum commun dirigé par la majorité qui était les Pashtuns, bon ben c'est pas grave, vous avez effectivement les Pashtuns contre vous après, mais vous avez tous les autres, les Hazaras, les Mongols, tout ça. Bon. Donc vous avez quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous qui avons effectivement mis des siècles à constituer des États-nations. L'Afghanistan n'est pas un État-nation, c'est tout l'opposé. Bref, ensuite, comme ça n'a pas fortement marché pour l'Afghanistan, il va inventer en janvier 2002 ce discours sur l'état de l'Union dans lequel il va désigner les 3 pays de l'axe du mal, l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord, alors que dans les avions du 11 septembre, il y avait 15 Saoudiens, mais il n'y avait ni un Iranien, ni un Irakien, ni un Nord-Coréen. Bon. Alors vous dites, mais pourquoi pas les Saoudiens? Ah non, non, attendez, touchons pas, c'est l'Arabie Saoudite, on en reparlera si vous voulez, mais l'Arabie Saoudite a une méthode de communication sur laquelle je reviendrai, qui est assez fascinante. Et donc, ils vont attaquer au prix d'un mensonge. Rappelez-vous cette scène extraordinaire avec Colin Powell et sa petite fiole à l'Assemblée Générale de l'ONU. Je me suis toujours demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'il y avait dans la fiole, parce que s'il y avait effectivement des armes de destruction massive et qu'il avait laissé tomber son petit truc par terre, il aurait rasé la moitié de l'Assemblée Générale de l'ONU. Mais pas du tout, il y avait probablement rien. Donc il a fallu le convaincre de se livrer à cette comédie. Donc le conseil ou le sérieux de la préservation devait venir de son entourage, de gens à qui il avait confiance. Et la seule explication qu'on a de cette espèce d'extraordinaire farce qui a déconsidéré tout l'Occident, c'est qu'il était le concurrent le plus menaçant pour George Bush, et que finalement, la seule manière de le déconsidérer, c'était de lui faire porter ce mensonge devant tout le monde. Évidemment, le mensonge ne serait révélé qu'après l'invasion de l'Irak, mais enfin, il reste que, si vous voulez, c'est une époque, quand vous additionnez le discours de janvier 2002 et le discours de Colin Powell, vous vous rendez compte le degré de mensonge que certaines forces dans les régimes démocratiques sont prêts à assumer pour pouvoir justifier une guerre. Alors, pourquoi j'ai pas utilisé ce terme de complexe militaro-intellectuel? Parce que justement, rappelez-vous le discours d'Eisenhower dans son 2e mandat, quand il quitte, il dit attention, il y a un complexe militaro-industriel, on est en pleine course aux armements, donc ces industriels ont pris un pouvoir trop important, ils sont parfois capables de décider de déclencher des guerres, ou en tout cas ils sont capables, si vous voulez, de pousser certains États à faire la guerre. Bon. Mais l'analyse était vraie.
Hein, c'est pas la question de Eisenhower, c'est que à partir du moment où l'URSS disparaît, la course aux armements perd de son sens. Si la course aux armements perd de son sens, ça veut dire que cette pouvoir de puissance, de pression des industriels de l'armement est beaucoup moins forte. Je vous en parlerai si vous voulez, puisque j'ai travaillé moi-même à la délégation générale pour l'armement, j'ai exporté des armes, etc. Ce premier conflit international post-guerre froide va offrir 3 caractéristiques qui sont essentielles parce qu'elles vont marquer la suite de ce que j'ai appelé le complexe militaro-intellectuel. C'est que la première, c'est que c'est une guerre filmée en live. Dans les 6 mois de préavis qu'on donne aux Irakiens pour quitter le Koweït, toutes les chaînes de la planète viennent s'installer. Ensuite, il fallait produire de l'information, parce que pendant 6 mois, attendre que le conflit se déclenche, si vous voulez, il fallait qu'effectivement, alors il y avait des articles sur une militaire américaine qui avait disparu lors du passage à la frontière, enfin bref. C'était du fait divers, si vous voulez, porté au niveau d'une analyse des questions internationales. Deuxième caractéristique, effectivement, alors toutes les chaînes de la planète sont là, évidemment. Hein. Bon, l'autre caractéristique dont on a moins parlé, c'est que, évidemment, arrivent en Arabie Saoudite des femmes soldats. Alors, vous imaginez dans un pays comme celui-là. Donc, de temps en temps, il y avait de la police religieuse qui essayait de se mêler de là, mais quand il y avait une femme qui conduisait et qu'elle était une femme soldat, en général, le type de la police religieuse prenait une raclée, ce qui est évidemment très humiliant. Donc, vous avez un sentiment anti-américain qui va se diffuser à l'intérieur même de la société saoudienne, qui sont justement cette résistance des religieux à toute transformation. Et puis la troisième caractéristique, c'est qu'effectivement, on présentait ça comme la guerre de 35 États contre la 4e armée du monde, et en fait, on ne s'est jamais su qui était la 3e. Toujours dit que cette 4e armée s'effondre en 120 heures. Donc il y a une grosse déception, cette grosse déception, et en même temps une espèce d'ivresse, d'hubris guerrière qui va se développer chez les Occidentaux, avec l'idée que finalement, nous avons les moyens militaires d'assurer la gendarmerie de la planète. Et donc, dans la décennie 90 jusqu'à 2001, on va assurer un certain nombre, on va faire une vingtaine d'interventions militaires, à chaque fois motivées pour des raisons qui peuvent être humanitaires, sociales, culturelles, tout ce que vous voulez, mais enfin, en tout cas, qui ne sont pas des motifs stratégiques. Et donc, quand apparaît le 11 septembre, tout à coup, vous avez un espèce de choc extraordinaire, parce que, vous dites, Ben Laden était l'intermédiaire américain pour aider les talibans afghans, donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il le connaissait. Mais, quand il y avait eu la guerre du Koweït, Ben Laden, qui était un pratiquant religieux intégriste, si vous voulez, propose au roi d'Arabie Saoudite de dire « Mais moi j'ai mes combattants, puisque j'ai combattu en Afghanistan, on va venir défendre la terre des lieux saints. » Le roi probablement lui dire « Écoutez mon ami, c'est gentil de votre part, mais on va s'adresser à des gens sérieux. » Et donc il s'adresse aux Américains pour venir les défendre. C'est-à-dire qu'il hérisse fondamentalement ces radicaux, si vous voulez, qui encore une fois n'admettent pas que des impies, des mécréants viennent défendre la terre des lieux saints. Et donc, quand le 11 septembre va être organisé, vous avez un individu qui s'est radicalisé, que pourtant les Américains connaissaient parfaitement, et qui va monter cette formidable opération stratégique, ce coup formidable qui était de détourner des avions civils par des kamikazes, des gens qui acceptent de se sacrifier. Bon, et vous connaissez la suite de l'histoire. Alors, le choc aux États-Unis est d'autant plus important qu'effectivement, pays qui n'a jamais connu la guerre, qui ne sait pas ce que c'est qu'une ville rasée, des points d'eau, des tickets de rationnement, ce pays exige, l'opinion publique exige une vengeance. Bon, cette vengeance, elle va d'abord essayer de s'exercer sur l'Afghanistan, mais en dépit du fait que les talibans disent « Mais si c'est Ben Laden qui vous intéresse, on va vous le mettre dans un pays neutre. » Enfin bon. Mais non, il fallait une guerre. Donc, premier épisode de cette offensive guerrière que va mener George Bush, c'est d'abord évidemment le fait de désigner l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord comme les principaux axes du mal, alors qu'il y avait 15 Saoudiens sur 19. Aucun Irakien, aucun Iranien, aucun Nord-Coréen dans les avions, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ils vont envahir l'Afghanistan, et encore une fois, l'Afghanistan c'est toujours pareil, c'est imprenable. Il y a un type qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelait Le tombeau des empires. Bon. Et donc, quand ça marche pas en Afghanistan, ben, il va ensuite étendre, si vous voulez, sa guerre à l'Irak. Bon. Or, l'Irak, c'est un découpage post-colonial, c'est-à-dire, vous savez, cette région du monde est une des seules régions dans lesquelles les frontières sont rectilignes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Pourquoi? Parce que ce sont des pays qui ont été découpés pendant des grandes conférences internationales faites par les Occidentaux. Sur des bouts de papier. Pardon? Ça a été découpé sur des morceaux de papier. Ça a été découpé sur un tapis vert avec une grande règle et puis un crayon rouge. C'est pareil en Afrique. Ça ne tient pas compte des particularités Ça ne tient absolument pas compte des situations locales. Ethniques. Et donc, vous avez effectivement des frontières entre la Syrie et l'Irak, entre l'Irak et les autres pays, qui sont des frontières, comme vous avez des frontières en République centrafricaine, si vous voulez, ou au Congo, qui sont des frontières, bon, enfin.
Donc le Congo, c'est différent, parce que le Congo, c'est un État tampon. Mais enfin, vous avez donc cette caractéristique qui n'existe nulle part ailleurs. Et donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'évidemment, dans ce découpage, on s'en fiche de quelle est la caractéristique sociologique de cette région. Et donc, vous avez un pays dont la majorité est chiite, une minorité sunnite, et puis évidemment quelques autres minorités de différentes pratiques, notamment des Kurdes, etc. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où Saddam Hussein renverse la monarchie héritée de l'époque britannique, il va garantir la solidité territoriale et il va surtout assurer le monopole de pouvoir des sunnites sur les autres. Ce qui fait qu'à partir du moment où on détruit cette entité, on détruit ce pouvoir, et que vous avez un gouverneur nommé par les États-Unis qui ne connaît absolument rien de la situation, qui s'appelle Brenner, il va appliquer des principes démocratiques, un homme, une voix. Une fois que vous avez mis ça, les chiites, ils ont dit « Oh ouais, très bien, bonne idée, c'est un homme, une voix ». Et c'est l'éclatement de l'Irak. Parce qu'effectivement, vous avez bien un principe démocratique, mais dans une entité sociologique qui n'a rien à voir avec les démocraties. Puisqu'évidemment, ceux qui étaient dominants minoritaires se retrouvent minoritaires, mais dépossédés et soumis. Bon. En plus, les Kurdes eux-mêmes sont une espèce d'entité résistante, résiliente, que finalement, bien qu'on en ait décidé d'en créer un Kurdistan après les accords de la guerre de 14, vont être peu à peu bouffés par les États périphériques. Donc vous aviez toutes les raisons de voir éclater une entité, si vous voulez, au-delà de l'intervention. Et donc après ça, comme ça marche pas plus en Irak, on va intervenir, essayer d'intervenir en Syrie, etc. Donc vous avez une espèce de catastrophe qui a été créée par les Occidentaux sur quelque chose qui était effectivement les attentats du 11 septembre, c'est la conséquence enchaînée, si vous voulez, mais qui n'a aucune de ces interventions n'a résolu quoi que ce soit. Les Américains restent 20 ans en Afghanistan et au retour des talibans. Alors vous dites, attendez, excusez-moi, on les a chassés une première fois, on les a chassés une deuxième fois, et l'Afghanistan revient gouverné par les talibans. Donc vous avez bien quelque chose qui est incompréhensible pour nous, c'est-à-dire qu'effectivement ne pas accepter l'idée que vous avez en Afghanistan une majorité pachtoune qui est une pratique religieuse très radicale, que finalement c'est cette formation-là de talibans qui est capable d'assurer un pouvoir central, mais encore une fois, un pouvoir minimum, hein, ça ne veut pas dire qu'ils soient capables de réprimer tout le monde, mais en tout cas, nous n'avons aucune légitimité en Afghanistan. Aucune. C'est pas parce qu'on est le camp du bien et de la démocratie que ça marche. Donc, si vous voulez, vous avez dans ce complexe militaro-intellectuel quelque chose qui va se mettre en place progressivement à partir de la guerre du Koweït. Alors, la première application de ça, évidemment, c'est d'abord la puissance aux États-Unis des néo-évangéliques et des néo-conservateurs. Les néo-conservateurs sont ceux qui, avec Huntington et Fukuyama, disent, bon, maintenant que les États-Unis sont la puissance majoritaire, il faut savoir comment assurer cette pérennité de la superpuissance. Bon. Donc vous connaissez le clash des civilisations, etc. Le clash des civilisations est très intéressant parce que, si vous voulez, il explique que les puissances menaçantes sont le monde arabe et le monde chinois, mais surtout pas les États-Unis, hein, donc ne confondons pas. Fukuyama, lui, il explique que le modèle libéral va triompher partout sur la planète. Vous avez vu cette prémonition extraordinaire. Lui, il va soutenir la guerre en Irak. Alors, ne m'expliquez pas le processus intellectuel, mais enfin, on le constate. Et donc, on est sur quelque chose, si vous voulez, où la nature des crises qui vont se poser ont chacune une dynamique propre, mais on n'arrive pas à les analyser et à les gérer autrement que par l'envoi de militaires. En disant, non mais attendez, de toute façon, on a prouvé notre évidence, notre force là. Quand il y a le début de la crise en Yougoslavie, dans une interview que j'ai fait de Védrine, il dit une chose très intéressante. Au début, on a eu le sentiment que Mitterrand ne voulait pas intervenir en Yougoslavie. Et en fait, il m'a raconté que Mitterrand était un seul type qui avait le sens de l'histoire. C'est-à-dire, il s'est dit, quel est le risque le plus grave? Est-ce que c'est le maintien par la force de l'entité titiste ou est-ce que c'est l'éclatement? Bon. Et donc il hésitait parce qu'il savait pas quel serait le scénario qui aurait l'effet de déstabilisation le plus important. Bon, finalement, il est un peu rattrapé par les événements puisqu'il y a le siège de Sarajevo, etc. Bon, mais on envoie à Sarajevo des casques bleus français et anglais en se disant mais ça va calmer tout le monde. Puis rien du tout. Ça n'a rien calmé du tout. Bon. Donc on est sur quelque chose qui est assez surprenant parce qu'encore une fois, ce décalage entre l'image qu'on avait tirée de notre capacité militaire avec la croyance que cette capacité militaire suffirait à calmer n'importe quel belligérant. Ça n'a pas été le cas. Bref. Et finalement, même, il a fallu en appeler aux Américains pour bombarder la Serbie de façon à ce que la répression ne s'étende pas au Kosovo. Donc, vous voyez, on est sur des scénarios où, encore une fois, chancelants, mais quelque chose qui était en tout cas en pleine évolution.
Et donc, on est sur quelque chose, vont apparaître progressivement, rappelez-vous, BHL allant à Sarajevo et réussissant à amener Mitterrand là-bas. Et puis ensuite, des gens qui vont intervenir pour expliquer ce qu'il faut penser de ci, ce qu'il faut penser de ça, etc. Donc, vous aviez, d'une part aux États-Unis, ces néoconservateurs. Vous avez une deuxième caractéristique, alors je laisse de côté les intellectuels médiatiques, je vous ai dit, on en connaît suffisamment, on en a quelques-uns, mais on n'arrive pas à les exporter. Deuxième chose, vous avez aussi ce qu'on appelle les néo-évangéliques américains. Les néo-évangéliques américains sont la traduction de cette radicalisation qui touche aujourd'hui toutes les grandes aires religieuses de la planète. Quand je dis toutes, je dis vraiment toutes, c'est-à-dire que tout le monde connaît le salafisme, mais le phénomène religieux commence en 79 avec la révolution iranienne. Il y a un bouquin très intéressant de Birnbaum qui s'appelle « Un silence religieux » qui explique comment la gauche était complètement dépassée par ce qui se passait en Iran. Parce qu'ils se disaient « mais vous inquiétez pas, ces gens-là, on les connaît, on va les maîtriser ». Pas du tout. Vous savez bien que c'est Khomeini qui va les prendre et les mettre dans sa poche. Mais ce que vous avez effectivement avec le salafisme, ça s'est diffusé à partir de l'Arabie Saoudite, mais comme on était dans la guerre froide, on partait du postulat que la religion était le meilleur barrage contre le communisme. Donc on a aidé l'Arabie Saoudite à diffuser le salafisme. Bon. Du côté des juifs radicaux, vous avez un phénomène qui commence pareil à partir du moment où, si vous voulez, vous allez avoir une radicalisation dont je me souviens plus très bien l'origine, mais enfin, vous allez avoir effectivement à l'intérieur même d'Israël, pourtant grande démocratie et seule démocratie de la région, des gens qui considèrent que le mandat territorial qu'a donné la Bible à Israël, c'est d'un fleuve à l'autre. Un fleuve à l'autre, ça veut dire du Nil à l'Euphrate, ça fait un peu plus grand. Bon. Et donc, ils vont continuer à dire qu'il n'y a pas de frontière naturelle ou de frontière acceptable d'Israël, si ce n'est l'expansion. Du côté des néo-évangéliques américains, c'est très intéressant aussi parce que eux, ils font pas du terrorisme, ils font de la guerre. Les néo-évangéliques, c'est un mouvement qui commence fin du 19e siècle, puisque vous vous souvenez qu'aux États-Unis, les pères fondateurs sont des protestants qui avaient été pourchassés en Europe. Bon. Donc, ils arrivent là-bas, c'est la terre promise. Cette terre promise, elle va se développer, etc. Vous connaissez le truc. Mais à partir du moment où, dans le 19e siècle, commencent à arriver des catholiques, irlandais, mexicains, italiens, etc., il y a une crispation de ces évangéliques, parce qu'ils disent, mais attendez, c'est pas la nature de ce pays est justement la terre promise, mais protestante. Et donc, il va y avoir des rencontres qu'on appelle les rencontres d'Arusha, qui sont des rencontres dans lesquelles, justement, ce néo-évangélisme va se cristalliser. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les néo-évangéliques vont approuver la guerre en Irak de George Bush, avec une posture très intéressante qui est de dire, oui, mais de toute façon, il faut assurer le Grand Israël, parce que dans la Bible, il est prévu que quand le Grand Israël s'est constitué, le Messie reviendra. Bon. Donc, vous aviez des gens qui soutenaient un projet géopolitique, mais pour des raisons totalement théologiques. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est qu'on a le même phénomène de radicalisation chez les hindouistes, avec le BJP, puisque Modi aujourd'hui prend des tas de mesures anti-musulmanes, et puis vous avez la même chose chez les bouddhistes, parce que les bouddhistes que j'ai vus au Myanmar, si vous voulez, c'est ni Mathieu Ricard, ni le Dalai Lama, hein, c'est vraiment des starbés avec des dirigeants qui sont des nazis purs, quoi. Bon. Et donc, on a un phénomène qui est un phénomène général, si vous voulez, mais sur lequel nous, évidemment, on met la focale sur l'islamisme, mais ça n'est pas le seul. Donc, si vous voulez, on est dans cette évolution dont beaucoup de variables changent en même temps, et encore une fois, dans laquelle on n'est pas véritablement, on n'arrive pas à caler nos analyses, si vous voulez. Faire du cas par cas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas, parce qu'on a été tellement habitué à gérer le monde depuis la colonisation que on pense qu'il faut qu'on se mêle de tout. Par exemple, aujourd'hui, vous avez une guerre sunnite-chiite dans le monde arabe, arabo-musulman. Vous avez la guerre sunnite-chiite en Afghanistan, au Pakistan, en Iran, en Irak, en Syrie, à Bahreïn, même au Nigeria. Bon, vous pourriez penser que c'est pas à nous de nous en mêler, mais vous avez toujours des gens qui pensent que, effectivement, l'arrivée de forces occidentales porteurs de la démocratie et de la justice vont régler quoi que ce soit. C'est faux. Voilà. Donc, vous voyez, on est sur quelque chose dans lequel, malheureusement, nos modes de décision et ce complexe militaro-intellectuel dont je vous parle, qui va occuper les plateaux télé, a un choix très ouvert, puisque il n'y a plus de matrice soviétique. Il y a environ 300 à 400 crises à la surface de la planète. Donc, si vous arrivez d'un pays en disant « Oh là là, mais j'y suis, il y a des massacres, je connais les gentils, je connais les méchants, et on ne peut pas ne pas », argumentaire classique, vous pouvez déclencher, si vous voulez, à partir d'un homme politique, d'un gouvernement, une intervention militaire, quelle que soit sa légitimité, même si l'outil militaire ne sert à rien. Et ce qui est très intéressant, c'est que de toutes ces interventions militaires qui se sont passées depuis 92, aucune n'a réussi. Aucune ne s'est soldée par une victoire. Les militaires sont moins bellicistes que beaucoup de ces gens-là. Par exemple, sur la Somalie.
Somalie, rappelez-vous le scandale des convois humanitaires pillés par des chefs de guerre, etc. Bon, évidemment, il y a de quoi provoquer un émoi formidable, etc. Broman, patron de MSF, me racontait qu'il avait parlé avec ses équipes qui étaient sur place et qui lui disaient « Mais les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs, ils ne revendent pas, ils servent leur clan. » C'est-à-dire que si on augmente le volume d'aide humanitaire, ça devrait réduire la conflictualité. Et pendant qu'il va plaider ça, Kouchner, devenu ministre, décide l'intervention militaire. Donc vous voyez comment on peut changer de casquette. Et encore une fois, cette intervention humanitaire, qui encore une fois n'a pas de motif stratégique, dès qu'elle va se heurter à une première anicroche, ça va provoquer le retrait. Quand les Américains perdent un hélicoptère et 20 djihadistes, les Américains partent sans même nous en informer, sans même nous en informer de la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est sur des opérations parce qu'on croit au prestige et à la force de la puissance militaire, alors qu'elle ne correspond pas à la logique de la crise. Donc voilà, donc là, après le 11 septembre, évidemment, il y a une deuxième génération de guerres qui vont continuer, et encore une fois, chacune se termine par une véritable catastrophe. Et on est en droit de s'interroger si les Occidentaux ont encore une légitimité à considérer qu'ils sont le droit et la justice et le bien. Ces mises en scène manichéennes, d'ailleurs, sont-elles fabriquées simplement pour maintenir le dollar? Non, je crois pas, parce que si vous voulez, on est sur des scénarios qui, encore une fois, sont provoqués par l'actualité. Quand vous dites qu'il y a un massacre, au Myanmar, ou il y a un massacre au Congo, si vous voulez, bon, personne ne va se mobiliser pour aller défendre les Rohingyas au Myanmar. Les Rohingyas sont des pauvres mecs, des musulmans que les Anglais, à l'époque de la colonisation, avaient fait importer pour venir travailler sur les plantations de thé. Quand le Myanmar devient indépendant, les Birmans, ils disent non, non, ces gens-là, ils sont pas de chez nous, apatrides. Et le Bangladesh, vous connaissez la situation, surpeuplé, ils veulent pas les récupérer. Donc, est-ce qu'on va mobiliser BHL là-dessus? Certainement pas. Bon. Donc, vous avez là une crise classique. Idem, si vous voulez, pour le Congo. Une des crises les plus graves, si vous voulez, depuis aujourd'hui à la surface de la planète. Le Congo, en deux mots, rappelez-vous, c'est un État tampon. Léopold II, le roi des Belges, avait se lamenté du retard de la Belgique dans le processus de colonisation. Et donc, il va créer une association de droit privé, qui s'appelle les Amis du Congo, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin un truc. Il va provoquer une conférence internationale à Berlin, justement parce que les trois impérialismes qui se développent en Afrique, c'est-à-dire l'anglais, le français et l'allemand, risquent de se rencontrer. Et ils risquent de se rencontrer et donc de provoquer une guerre dont le point d'impact serait évidemment le bassin du Congo. Donc il réussit par un tour de passe-passe à dire, mais attendez, confiez-moi le Congo, confiez-moi à titre personnel le Congo, hein, je m'en occupe. Et donc, on avait créé un État tampon qui empêchait les trois impérialismes de se rencontrer. Rappelez-vous quand même que ces impérialismes avaient le fusil à fleur de peau. Hein. Rappelez-vous, à Fashoda, on a failli se taper avec les Anglais. Bon. Donc, ça va devenir pendant 40 ans, je crois, ou 30 ans, une propriété personnelle du roi des Belges. Il n'a jamais mis les pieds au Congo. Hein. Bon. Et par contre, il avait là-bas un travail forcé sur les indigènes. Et ce travail forcé, il était contrôlé par des milices qu'il payait, à qui il donnait des fusils pour pourchasser les types qui réticents au travail forcé. Ces miliciens avaient un nombre de cartouches limité et ils devaient rapporter la preuve qu'ils avaient tué des travailleurs résilients, réticents, en leur coupant la main. Et donc, il fallait qu'ils ramènent une main correspondant au nombre de cartouches. Mais évidemment, comme des fois ils braconnaient, il manquait des cartouches, donc ils attrapaient un type, n'importe lequel, ils le tuaient et ils lui prenaient les mains. Il y a un bouquin qui s'appelle « Il pleut des mains au Congo », qui est donc ce processus dans lequel une des horreurs les plus effroyables, si vous voulez, de la colonisation s'est développée en toute tranquillité. Bon, finalement, Léopold II est devenu absolument richissime. Et puis à un moment, bon, bref, je ne sais pas s'il vieillissait, j'en sais rien, toujours est-il qu'il a donc confié la gestion à l'État belge. Mais le Congo est donc cet État qui a une forme absolument biscornue, puisque vous savez, vous avez ce couloir qui débouche sur l'océan Atlantique, qui était uniquement destiné, c'était une espèce de baudruche gonflée, comme ça, le Congo, le canal de sortie étant justement le moyen d'empêcher, si vous voulez, la colonisation française et anglaise d'entrer en contact, ou anglaise, française et allemande. Donc, le Congo est un pays qui, finalement, n'a eu sa solidité que pendant les 20 ans de dictature de Mobutu. Donc, il nous assurait la tranquillité. Pourquoi voulez-vous qu'on crée des difficultés à ce type, qui était un effroyable dictateur, qui avait effectivement ses habitudes ici à Paris quand il venait, etc., etc. Mais quand il meurt, à ce moment-là, commence la déliquescence de ce pays, etc.
Mais qui, aujourd'hui, est en mesure de s'occuper du Congo? Personne. Donc, vous avez, à la différence de ce qui se passait à l'époque de l'URSS, un désintérêt, et c'est vrai d'ailleurs sur beaucoup de crises africaines, d'Occidentaux qui disent on ne veut pas s'en occuper, on n'en a pas les moyens, puis ça ne correspond plus à notre politique. Et ça, c'est un phénomène géopolitique tout à fait nouveau. Puisque vous voyez bien que aujourd'hui, autant on considère que l'Ukraine est un enjeu essentiel parce qu'il est sur le territoire occidental, autant le Congo, qui fait beaucoup plus de morts, n'est pas un sujet. 20 millions de morts, vous dites. Au Congo? Moi, je crois que le 20 millions, c'est depuis le début. C'est-à-dire que là, actuellement, avec la crise avec le Rwanda et avec Kagame, si vous voulez, je crois qu'on est à 5 millions seulement. Bon, mais enfin, c'est énorme. On est sur quelque chose qui est dramatique, de toute façon. Il n'y a pas de ressources naturelles au Congo? Si, bien sûr, au contraire. Des ressources gigantesques. C'est un miracle géologique, le Congo. Mais, évidemment, dans un territoire sans État, c'est le trafic qui prévaut. Donc, évidemment, tant qu'on a ressources, tant que, si vous voulez, les acteurs ont leurs ressources, même arrivant par des canaux mafieux, est-ce que ça justifierait qu'on envoie des militaires? Non. C'est trop gros. De toute façon, les circuits fonctionnent. Et puis, de toute façon, si vous voulez, après tout, laisse à nous de nous occuper de l'Afrique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En parlant de ressources naturelles, pour revenir à l'Ukraine, surnommée le grenier de l'Europe, donc cette Ukraine a des terres absolument fertiles. Elle exporte les produits de la terre vers la Méditerranée occidentale. Elle est un enjeu énorme, crucial. Donc elle est actuellement massacrée. Des générations de jeunes Ukrainiens disparaissent dans cette guerre. Il est à noter que les troupes de l'OTAN seraient actuellement présentes sur place via des forces spéciales ou des contingents de volontaires. Faut-il absolument sortir de cette ambiguïté? Je sais pas. Je sais que la position du président, là, dans son discours, est de dire il va falloir y passer, quoi. Mais en même temps, c'est un peu scandaleux de le dire, mais c'est un conflit de basse intensité. C'est-à-dire que, connaissant les moyens dont disposent les Russes, on aurait pu penser qu'effectivement, on aurait quelque chose qui serait résolu rapidement par une offensive massive. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait, parce que, évidemment, il y a tout un contexte international et Poutine a le souci de ne pas provoquer une guerre mondiale. Si on pouvait le laisser s'occuper seul de l'Ukraine, bon, vous voyez la chose. Donc, il y a effectivement des volontaires. BHL n'y va pas. La seule fois qu'il y est allé, c'était pour écrire Liberté, Égalité, Fraternité sur un rocher à Kiev. Bon. Donc, on a effectivement des volontaires, mais qui sont plutôt des volontaires, si vous voulez, anonymes. Et il y a peut-être effectivement des militaires défroqués qui y vont. Mais en tout cas, ça ne prend pas la forme d'une opération politisée. Bon. En plus, il faut bien reconnaître que, si vous voulez, le front est assez stable. C'est-à-dire que paradoxalement, tous les jours, on attend des nouvelles, puisqu'on s'est habitué à ce que tous les jours, il y ait du nouveau sur les lieux de crise. Or, finalement, la ligne de front est assez stable. Juste un petit retour en arrière. Quand l'URSS disparaît, tout le monde se dit, c'est bon, maintenant on est tranquille, on va baisser le niveau d'armement. Donc tout le monde, à ce moment-là, baisse son niveau d'équipement. Chirac décide la fin de la conscription, puisqu'on dit, de toute façon, on a peu de matériel, c'est du matériel de haute technologie, donc il faut passer à une armée de métier. Mais tout ça, si vous voulez, fait que vous n'avez plus de stock. Et donc, quand il s'agit d'aider l'Ukraine, on va se dépioter, on va se déshabiller pour envoyer l'Ukraine. Et deuxième chose, se pose actuellement la question du retour du service militaire, de la conscription. Donc, vous voyez comment la situation géopolitique est en train d'évoluer, avec des conséquences qui sont parfois inattendues, mais qui en même temps sont légitimes dans leur formulation. Donc, comment va évoluer la crise en Ukraine? Ça, je ne sais pas. Bon, effectivement, il y a des États qui sont plus ou moins réticents à aider l'Ukraine. Parce que c'est pas toujours aussi simple. Par exemple, l'Ukraine n'a pas d'aviation de combat. Bon, si on leur prête des avions qui soient effectivement soit des Mirage, soit des avions américains, là, les F-16. Les F-16, ouais. Vous mettez pas un pilote dans un avion comme ça sans formation. Donc c'est plusieurs mois de formation. Ensuite, il faut qu'il étudie le système d'armes, etc. Donc l'idée même de la contribution, c'est quand même que c'est un effort de long terme et qui finalement doit finir par se voir. Mais en même temps, encore une fois, je vous dis, personne n'a de stock, soit si ce n'est peut-être les Américains. Mais évidemment, les Américains considèrent, et vous connaissez les discours de Trump sur la question, il dit aux Européens, maintenant, si vous voulez qu'on vienne, il faut payer. Donc, voyons, on est dans ce dilemme de l'Union européenne, c'est-à-dire, on veut bien effectivement intégrer l'Ukraine dans le marché commun, dans l'Union européenne, et l'Ukraine dans l'OTAN, ça devient compliqué. C'est un casus belli.
Pardon? C'est un cas de... Oui, oui, pour les Russes, ce serait un casus belli, oui, absolument. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de l'utilisation possible par les forces ukrainiennes de missiles Taurus de fabrication allemande? Il est d'ailleurs question ces temps-ci de viser des cibles telles qu'un pont important qui est situé sur le détroit de Kertch, qui relie la Russie continentale à la Crimée, qui elle-même a été annexée par la Russie en 2014. Ben, vous savez, chaque événement, il peut très bien avoir une signification ambiguë selon la nature, selon l'interprétation que va en donner celui qui est victime. Rappelez-vous que la guerre de 14, les Américains ne voulaient pas venir. C'est le torpillage du Lusitania qui va provoquer le mouvement d'opinion. Bon. Donc, vous dites, mais le torpillage du Lusitania, les Allemands disaient qu'il y avait des munitions dans le Lusitania, donc pour eux, c'était un convoi militaire, etc. Donc, vous voyez bien qu'ensuite, ça va déclencher l'intervention américaine. Et donc, on est sur des choses qui, à chaque fois, quand vous n'êtes pas de belligérant direct, vous n'êtes pas dans la menace, vous pouvez effectivement donner une interprétation plus ou moins, comment dire, grave, si vous voulez, de la chose. De toute façon, aujourd'hui, les Occidentaux n'ont comme seul moyen vis-à-vis des Ukrainiens, officiellement, que de leur fournir du matériel. Donc, évidemment, on leur a fourni des canons César pour ce qui concerne la France, mais ce sont des canons que je ne sais plus quel pays a fourni parce qu'on n'en avait plus, nous, en stock. Bon. Ces canons ont une caractéristique, c'est que ce sont des canons, comment dire, radio-guidés, c'est-à-dire qu'ils sont capables de cibler très précisément, ils sont géolocalisés, ils sont capables de cibler très précisément quelque chose qui est à distance, bon, donc d'une extrême efficacité. C'est plus le barrage de bombes, si vous voulez. Bon. Donc, vous voyez bien qu'on est sur des situations qui sont à la fois difficiles à gérer économiquement et techniquement, mais avec un engagement qui est quand même finalement assez fort, avec des États qui sont plus ou moins réticents pour des raisons qui sont parfois très surprenantes, puisque la Hongrie, évidemment, considère que c'est l'exportation du blé ukrainien qui appauvrit ses propres agriculteurs. Donc, vous voyez, on est dans une palette, si vous voulez, où l'entité européenne montre, si vous voulez, sa disparité et son absence d'homogénéité sur les questions de défense. Qu'est-ce que vous pensez des modifications qui ont été apportées l'année dernière à la loi de programmation militaire? Alors, une loi de programmation militaire, c'est un exercice quinquennal. Ça correspond à la dynamique économique des industries de défense, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez un modèle d'armée et qu'il faut effectivement atteindre un certain niveau d'avions de combat, d'avions de transport, etc., ou de navires, il faut évidemment programmer. Programmer parce qu'encore une fois, ce sont des matériels de haute technologie qu'on peut pas produire facilement et donc l'idée de la loi quinquennale, c'est d'assurer qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est donnés quand on fait un bilan stratégique, quand on fait une loi de programmation militaire, etc. Alors, toutes les lois qu'on a, sauf la première, qui était une idée du général de Gaulle, toutes les lois, aucune des lois qui ont suivi n'ont été respectées dans leurs ambitions budgétaires. C'est-à-dire, en général, la première année, on paye ce qu'on a dit, puis la deuxième année, on commence à raboter, la troisième année, etc., etc. Donc, si vous voulez, on a ce qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le fait qu'en général, une loi n'était pas appliquée dans sa totalité, parce qu'il y avait conjoncture économique, priorité autre, etc., etc. Donc, si vous voulez, l'ajustement que fait Macron aujourd'hui est un ajustement qui est dans l'esprit même de la loi, c'est-à-dire on peut toujours en rajouter une couche par rapport à ce qui était édicté dans les textes, dans la loi, avec les objectifs, etc. Si on constate qu'on n'a pas assez d'avions de combat, ben on fera des avions de combat en plus. Donc c'est pas un phénomène surprenant, c'est un dispositif législatif qui avait été prévu comme ça, qui a toujours marché dans l'autre sens, c'est-à-dire en rabotant les budgets de défense, tandis que là, pour une fois, ça permet de répliquer, si vous voulez, en augmentant dans une conjoncture internationale qui est préoccupante. Les réquisitions de biens et de personnes vous inquiètent-elles ou posent-elles question? Réquisition de quoi? En cas de menace, le terme menace a été ajouté, c'est un terme assez flou. Il serait question de pouvoir réquisitionner des biens ou des personnes, des civils notamment. Ça m'étonne pas énormément, parce que de toute façon, ça s'est déjà fait par le passé. Maintenant, cela dit, je vois pas très bien ce qu'on pourrait réquisitionner, parce que est-ce que ce serait des intérêts étrangers, peut-être, présents sur le territoire? C'est possible, j'en sais rien. Je sais pas, il n'y a pas de scénario, en tout cas, énoncé sur ce que pourraient être les réquisitions. D'accord. J'ai une question un peu poil à gratter. Comment réussir à réduire la tutelle de l'hégémon états-unien et de ses agents européens qu'on appelle les Young Leaders? Écoutez, moi, il y a un double mouvement. Bon, effectivement, il y a une contestation du rôle qu'ont tenu les États-Unis depuis la fin de la guerre. Et rappelez-vous que ce qui faisait l'originalité de la position gaullienne,
c'était justement le fait que la France voulait garder une voie indépendante sur un certain nombre de crises où les Américains attendaient un alignement. Bon. Le dernier épisode qu'on a connu de cette diplomatie gaullienne, c'est l'Irak, où effectivement Jacques Chirac, qui se retrouve d'ailleurs dans une alliance très surprenante avec les Russes et les Allemands, pour contester la décision de George Bush d'aller effectivement envahir l'Irak. Décision d'autant plus légitime que, rappelez-vous, c'était ce mensonge à l'Assemblée générale de l'ONU, que Chirac est un type qui, à la différence de ses successeurs, est un type qui connaissait la planète, et à la différence de George Bush aussi, et qui donc savait qu'une intervention militaire dans ce contexte-là risquait d'avoir des effets imprévisibles. Donc, ces deux successeurs vont se précipiter pour rattraper le retard avec les Américains. Enfin, vous les connaissez, Hollande et Sarkozy. Bon, pareil, Hollande et Sarkozy, c'était des gens qui connaissaient pas la planète. Hollande, il était président du Conseil général de la Corrèze. Ça vous prépare, ça, hein, Bon, comme Bush était un Texan, c'est pareil. Donc, on est sur le système, si vous voulez, où la méconnaissance de la planète, de nos dirigeants, fait que on va croire que la supériorité militaire suffira à résoudre la crise. Bon. Donc, on est effectivement, vous avez cette tradition gaulienne dans la diplomatie française, puis vous avez une tradition pro-américaine qui est effectivement une espèce de volonté d'alignement, effectivement étant par là même un des meilleurs alliés des États-Unis. Le problématique, évidemment, se pose avec la volonté de Gaulle de se doter de l'arme nucléaire, puisque évidemment, l'arme nucléaire pose comme postulat qu'on ne peut pas s'aligner, puisque c'est l'arme de la défense ultime, et donc ça doit rester la France qui doit rester maîtresse de l'utilisation et de l'analyse des scénarios qui justifieraient l'utilisation de la bombe. Donc, on a ces deux phénomènes qui passent leur temps à se gratter l'un contre l'autre, si vous voulez, c'est-à-dire, effectivement, de temps en temps, on va s'aligner, et rappelez-vous que De Gaulle avait finalement soutenu l'intervention militaire au Vietnam, alors qu'il venait prendre... Bon, il a soutenu, si vous voulez... Non, c'était pas dans cette crise-là, c'était la crise de Suez où il avait soutenu les Américains. Donc ça n'empêchait pas des alignements ponctuels sur des crises régionales, mais encore une fois, avec l'idée que la France devait avoir sa diplomatie propre et sa ligne stratégique propre. Donc, c'est pas étonnant, si vous voulez, qu'on ait, encore une fois, ces tiraillements à l'intérieur du système diplomatique. Et encore une fois, la question, c'est que finalement, on a relativement peu, dans les personnels politiques, de gens qui sont capables, si vous voulez, comme l'ont été Védrine ou Villepin, d'avoir à la fois cette épaisseur politique et cette connaissance du monde. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que si on passait en économie de guerre, nous, les pays européens, on pourrait s'en remettre? Ah ben, de toute façon, on s'en remettra, j'espère bien. D'accord. Mais cela dit, s'en remettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura... Vous savez, les scénarios de guerre sont très compliqués quand même, hein, parce que est-ce que ça va être une guerre avec intervention de troupes en Ukraine? Est-ce que ça va être une guerre qui va monter en puissance avec le risque de glissement nucléaire? Personne ne sait. On est dans une espèce de jeu de rôle dans lequel on va dire, oui, attention, si vous faites ça, on va faire ça. Donc, vous voyez, on est dans le putatif, on n'est pas dans le scénario où en 40, les Allemands nous font le coup des Ardennes et puis ça se décide très vite. On est dans quelque chose, si vous voulez, dans lequel le risque de monter en gravité est dans l'esprit de tout le monde, y compris de Poutine d'ailleurs, hein, qui le sait très bien. C'est pas un fou. Hein. Vous savez, par exemple, Poutine, il a une caractéristique, c'est que quand il va succéder à Yeltsin, un de ses premiers objectifs, ça va être de rabattre le caquet de tous ces oligarques qui ont pillé la Russie pendant l'époque Yeltsin. Bon, vous dites, il va mettre Khodorkovsky en tôle. Khodorkovsky était milliardaire à 25 ans. Il faut dire qu'il avait pris le pétrole russe, donc il y avait de quoi faire des revenus. Mais vous vous rendez compte qu'on ne va même pas le créditer de ça. Alors, on va dire, oui, mais en fait, il s'est enrichi à titre personnel, etc. Peut-être. Mais enfin, à chaque fois, si on doit trouver le mauvais côté de la chose, on finit par penser que c'est un dirigeant illégitime, mais c'est un dirigeant qui a redonné son prestige à la Russie, quand même, ça c'est une chose. Et encore une fois, on le voit bien que la société russe est une société qui finalement a sa dynamique, puisque quand on a l'enterrement de Navalny, des centaines de milliers de personnes vont venir à visage découvert pour honorer la mémoire de Navalny. Donc on a bien une société dans laquelle on a des ressorts, si vous voulez, de fonctionnement, qu'il faut essayer de prendre dans leur complexité, et pas se contenter de construire une espèce d'ennemi post-soviétique, quoi.
Et justement, peut-on encore rêver d'une Europe incluant un jour la Russie, de l'Atlantique à l'Oural, comme dirait le général de Gaulle? Oui, mais enfin, vous remarquerez qu'il arrête à l'Oural, quoi. Donc c'était une formule qui marchait pas mal, parce qu'encore une fois, il essayait de dessiner une autre voie que celle de la guerre froide. Mais enfin, on voit bien que quand on voit avec, comment dire, décomposition de l'URSS, les premiers États qui vont demander, si vous voulez, de se rattacher à l'Occident sont les États baltes. Alors, les États baltes, c'était pas non plus un héritage de l'Empire soviétique, c'était des États qui avaient été indépendants après 1918, mais ça fait rien. L'annexion se fait à ce moment-là et ce sont les premiers États qui vont déclarer leur indépendance après l'éclatement de l'URSS et qui vont rallier assez vite l'Union européenne, l'OTAN, etc. Quand on est dans des situations aussi compliquées que celle de l'Ukraine ou celle des pays d'Asie centrale, on voit bien que les problématiques sont très différentes. Pour le cas de l'Ukraine, pour ces raisons historiques qu'on a développées tout à l'heure, on sent bien que pour les soviétiques, pour Moscou, excusez-moi du lapsus, pour Moscou, c'est une partie de leur héritage intellectuel qu'on va construire. Je vous dis, c'est comme en 1815 quand on décide de construire la Belgique contre la France napoléonienne, quoi. Donc, c'est un système dans lequel on répond prudemment aux demandes de Kiev, assistance militaire, intégration dans l'Union européenne, mais en tout cas pas pour le moment dans l'OTAN. Quand vous êtes en Asie centrale, alors là, c'est la problématique complètement différente, puisque finalement, là aussi, vous avez des minorités russes, là aussi, vous avez des États qui se proclament indépendants, là aussi, vous avez des situations de conflit, parce que découpage stalinien, on sait que de toute façon, il avait tout fait pour que ça laisse des problèmes derrière lui. Donc, chacun de ces États a sa logique propre, et on voit bien que on est sur quelque chose où ce sont des géopolitiques qui ne se dessinent pas encore très très clairement, par exemple sur l'Asie centrale. Les Turcs essayent de faire une politique pan-ottomane, mais ça marche que moyennement. Les Iraniens essayent de faire une politique pro-iranienne, mais ça marche que moyennement. Donc vous voyez, comme vous avez dans la plupart de ces pays des héritiers du système soviétique, des autocrates staliniens, ils veulent bien parler de solidarité, mais surtout, laissez-moi le pouvoir, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. J'espère que ça va évoluer dans des conflits diplomatiques et pas guerriers. Avec beaucoup de sagesse. Votre devise, ce serait donc peut-être celle de Sun Tzu, gagner sans combattre? Ah ben ça, de toute façon, c'est le rêve de tous les politiques. Mais non, moi, ce dont je me suis rendu compte, si vous voulez, c'est que finalement, la seule chose qui m'intéressait quand je partais de l'analyse d'une crise, c'était qui étaient les victimes. Parce que finalement, quand vous entendez les dirigeants, ils vous expliquent qu'ils font ça pour le bien de l'humanité, de leur population, de la planète, de tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est les victimes qui sont importantes. On le voit bien aujourd'hui à Gaza. On a eu 1200 morts dans un massacre horrible le 7 du mois dernier, mais en même temps, vous êtes aujourd'hui à plus de 20 000 morts. Bon, alors vous dites, mais jusqu'à quand est-ce que l'argumentaire de la Shoah est un argumentaire très intéressant parce que c'est un argumentaire tiré de l'histoire. Dès qu'on vous êtes effectivement l'originalité du processus de l'histoire juive, c'est que ayant été massacrés tout au long de l'histoire, comprimés, etc., qu'ils aient eu à partir de la fin du XIXe siècle la volonté de retrouver un foyer national, ça peut se comprendre. On était en pleine époque de la colonisation, donc après l'horreur qu'a été la Shoah, les colonisateurs vont décider, oui, après tout, ils ont droit à un État, et donc c'est les Anglais qui vont décider le mandat de la Palestine, du morceau de Palestine qui va devenir l'État juif. Donc on est sur quelque chose où effectivement l'Europe se sent responsable, même si ce sont les Français et les Anglais qui vont le partager, ce n'est pas des gens qui sont responsables du massacre, mais en tout cas les Occidentaux font tout à coup un bilan de ce qu'a été l'antisémitisme tout au long des siècles, et donc ils vont faire effectivement cette compensation qui est les victimes méritent une réparation. Mais ça crée une jurisprudence, ça veut dire que finalement, vous voyez bien, par exemple avec les anciennes colonies, que vous allez avoir des colonies qui disent « Oui, mais nous aussi, nous avons été victimes, donc nous aussi, nous avons droit à réparation ». Il y a un exemple qui est très intéressant, qui est celui du Conseil représentatif des associations nord de France, le CRAN. Le CRAN considère effectivement que la colonisation et l'esclavage étaient une effroyable exploitation de l'Afrique et donc que ça mérite compensation. Mais en rangement, il n'adresse la demande de compensation qu'aux Occidentaux. Alors, il y a un bouquin d'un type qui s'appelle Petré Grenouillot qui a fait un bouquin sur les traites négrières. Les traites négrières, c'est-à-dire la traite, évidemment, triangulaire, menée par les Occidentaux. La traite sur la côte Est, qui a amené des esclaves vers le monde arabe, pour en faire des eunuques. En matière de respect des droits de l'homme, c'est pas ce qu'on fait de mieux.
et puis l'esclavagisme intra-africain. Et en fait, il montre que ces trois esclavagismes se sont faits en parallèle et que le commerce triangulaire est celui qui s'est arrêté le plus tôt. Les autres ont poursuivi, et on a encore des phénomènes d'esclavagisme aujourd'hui en Afrique. Et sur la côte Est, si vous voulez, il n'y a même pas eu de procès. Alors, Le Cran a fait un procès à cet historien pour révisionnisme, en disant, regardez, il relativise la dangerosité et les effets démographiques de la traite triangulaire. Les historiens sont levés d'un bloc en disant, écoutez, il y en a marre de vouloir faire de la politique sur l'histoire, étudiez plutôt les choses, etc. Et c'est vrai que le Cran ne s'est pas adressé aux pays arabes pour dire, vous nous devez une compensation. Donc vous avez un processus qui s'est installé à partir de l'État d'Israël avec la légitimité qu'on lui connaît, mais surtout avec l'idée qu'après tout, si vous êtes une minorité qui peut tenir un discours de la victimisation suffisamment convaincant, ça vous ouvre une espèce de droit à la compensation. Alors il y en a qui arrivent. Bon, les Arméniens, en tout cas, essayent de le faire vis-à-vis de l'État turc, mais qui restent totalement réticents à toute reconnaissance d'un massacre. Bon. Mais en même temps, quand ils décident de le faire payer à l'Azerbaïdjan, on se dit, attendez, vous vous trompez d'ennemi, puisque vous raisonnez sur un ennemi qui n'était pas le vôtre à l'époque, enfin, qui n'est pas responsable du génocide. De la même façon, si vous voulez, ça pose un problème historique qui est assez intéressant, c'est que, autant quand les Juifs réclament le foyer national juif en Palestine, ils disent, regardez la Bible. Bon. Les Arméniens disent, le Haut-Karabakh, ça a été arménien. Mais vous dites, mais si on refait la carte du XVIIe siècle partout sur la planète, vous voyez à peu près la pagaille qu'on va mettre partout. Bon. Et donc, la validité de cet argument tiré de l'histoire est évidemment la relativité qu'on lui accorde dans ce contexte particulier. Et vous le voyez bien avec les traites négrières, c'est que là, évidemment, vous avez des gens qui n'ont pas pris la mesure de ce qu'était la gravité de ces trafics, y compris de l'esclavagisme intra-africain. Donc, que les Occidentaux aient une responsabilité, c'est évident. Une responsabilité qui est historique. Mais en même temps, faire ce retour sur sa propre responsabilité, c'est d'autant plus grave que vous savez très bien que faire le bilan de la colonisation, c'est très bien, mais si le Cran s'occupait des crises africaines, il pourrait essayer d'arrêter la crise du Congo, il pourrait s'occuper de la crise en Somalie, il pourrait s'arrêter de la crise au Soudan. Or, c'est pas son sujet. Son sujet, c'est quel est le rapport à l'égard de celui à qui je vais demander compensation. Vous voyez ? Et donc, on est quand même sur quelque chose d'assez fascinant parce que, petit flashback, si vous voulez, pour que vos auditeurs comprennent, début du XXe siècle, l'Occident est triomphant. On a colonisé la planète. Bon, le problème, c'est qu'on a le démarrage et le décollage industriel, etc., etc. Première guerre mondiale, 20 millions de morts. Dépression de 1929. Ensuite, Deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. Bon. Et 50 millions de morts qui se terminent par ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va reprendre la recolonisation. Donc on a toute une époque, si vous voulez, dans laquelle les intellectuels occidentaux commencent à dire, mais attendez, vous vous rendez compte de ce poids de l'histoire, cette responsabilité qu'ont les Occidentaux, et ils vont être les premiers à instruire le procès de l'Occident, surtout dans l'entre-deux-guerres, considérant qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe qui est dramatique. Ils vont être tous, si vous voulez, pour la décolonisation, bon. Mais en même temps, ils sont totalement aveugles sur ce qui se passe à l'Est. Un type comme Sartre, il a été stalinien, il était maoïste, il a été Khmer Rouge. Alors vous dites, attendez, le grand intellectuel français, prix Nobel de littérature. Donc vous voyez, on a ce problème, c'est-à-dire que on a accepté le discours de la repentance, mais où arrêter le discours de la repentance quand vous êtes face à des gens qui eux-mêmes ne font pas leur propre autocritique. Vous voyez, quand vous dites avec le Cran, il a fallu que ce soit les historiens qui se mobilisent en disant, arrêtez de vous occuper de l'analyse scientifique de l'histoire. Occupez-vous plutôt de vos propres crises. Et donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose qui est assez nouveau. Et évidemment, je suis donc un de ces hommes blancs responsables de tous les malheurs de la planète. Et ça évoque aussi ce fameux triangle de Karpman où le bourreau et la victime échangent leur rôle. Ben, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'est la victime qui va se construire un discours, une fonction de bourreau, qui va être la vengeance, la réparation des torts, enfin tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que c'était un scénario qu'on a peu connu. Par exemple, prenez le cas des Indiens aux États-Unis. Bon, l'avancée vers l'Ouest va donc se faire évidemment contre les tribus indiennes, les natives comme ils disent, avec des horreurs, hein, c'est-à-dire vous avez ce qu'on appelle la marche des larmes, dans laquelle c'est consécutive à une loi qui s'appelle l'Indian Removal Act, c'est-à-dire la loi américaine autorisant à déplacer les populations indiennes.
Il y en a une qui s'appelle la Marche des Larmes, dans laquelle on a obligé les Cherokees, si vous voulez, à partir quasiment dans le Nevada, c'est-à-dire dans le Nevada, c'est-à-dire dans une région extrêmement froide. La moitié des populations vont mourir en route, etc. Oui, donc, pourquoi je parle du cas des Indiens? Parce que, si vous voulez, vous avez évidemment toutes ces horreurs, mais la caractéristique des Américains, c'est d'avoir fait une épopée cinématographique sur une conquête coloniale. Si on faisait la même chose sur l'Algérie avec des héros, si vous voulez, qui tuent de l'Indien à tour de bras, ou qui tuent de l'Arabe à tour de bras, et qui construisent des villages de colonisation, ce serait scandaleux. Mais les Américains avaient ce savoir-faire extraordinaire. Vous savez qu'il y a eu 2700 westerns, donc effectivement, on peut comprendre que la chose ait marché. Mais pourquoi je prends le cas des Indiens? Parce que justement, c'est l'exemple même de population minoritaire qui n'a jamais réussi à se structurer comme lobby. Bon. Si, ils ont eu quelques entrées à Hollywood, ils ont eu quelques gens qui ont supposé. Par exemple, je voyais récemment que Marlon Brando avait appelé son fils Cherokee. Mais malheureusement, son fils, il n'avait pas la tradition des Cherokees, puisque je crois qu'il a été drogué, malade. Enfin bref, ça a été effroyable. C'est plutôt un enfant américain de ce côté-là. Et donc, vous voyez combien finalement on construit une mythologie à partir d'outils qui sont éventuellement le cinéma, le roman, ce qu'on veut, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est comment se construit une mythologie collective qui va faire qu'encore une fois, on est convaincu qu'on est le bien et puis qu'on peut utiliser la violence, c'est pas un problème. Merci infiniment, Pierre De rien, Conessa. merci à vous.